Merci Romain, c'est gentil d'être venu. Ouais, comme quoi la punition ramène encore. Moi je passe pour schizophrène. L'année dernière je suis venu sur la gentillesse, aujourd'hui sur la punition. J'ai perdu une partie de mes lecteurs. En réalité, j'ai commencé à réfléchir sur la punition. Et je donne deux définitions toutes simples, parce que vous savez, le philosophe est systématique. C'est-à-dire que je pense que les deux choses ont un lien très intime, mais visiblement pas vu par le grand public. Je dis, être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et punir, c'est rendre service à quelqu'un qui ne vous le demande pas. Mais dans les deux cas, vous rendez service. Alors, il est vrai que la gentillesse, elle est aimable et aimante. Il est vrai que la punition, elle est moins aimable, mais elle est plus aimante encore. Donc je vais essayer de vous parler de la gentillesse et vous raconter très rapidement pourquoi... de la punition. Il y a un phénomène qui dure. La gentillesse a une plus grosse cote que la punition, vous allez comprendre pourquoi. Mais comment j'y suis venu ? C'est un peu par hasard. Je bossais sur autre chose et la ministre de la Justice de l'époque, 2009, Alio Marie, qui est plus dans le circuit comme plein d'hommes politiques, vous avez vu, hein, tout le monde est en marche. À l'époque, elle marchait pour la justice. Et il y a un énième suicide en prison et elle prend une décision qui lui est soufflée par son DIRCAB qui dit voilà, on va mettre le pyjama en papier dans les prisons. Moi j'étais en train de déjeuner, ça m'a ahuri et j'ai écrit une page pour Le Monde qui l'a pris et où je mettais en question justement la punition dans la prison. Et à partir de cet article, j'ai été convoqué par le directeur de l'AP, l'administration pénitentiaire, celui qui gère toutes les prisons, et je suis allé en prison. Pas pour être puni, pour les visiter. Et en fait, ça s'est tellement bien passé, ma première visite, que j'ai monté un atelier philo pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il s'est fermé parce qu'on a éparpillé le centre de détention des longues peines pour les éparpiller un peu partout. Moi, je suis rentré, je me suis mis à écrire. Entre-temps, j'avais déjà écrit les livres sur la gentillesse, mais je me suis mis sur la punition à ce moment-là. Et la punition me paraît une valeur forte que je vais essayer de partager avec vous. Mais elle a une histoire. Elle a une histoire qui est une histoire de régression. Il faut savoir que dans le registre des punitions, on avait autrefois la torture. La torture, elle a été abolie. Vous allez me dire, c'est la Révolution française. Que nenni, c'est Louis XVI, en 1780. Puis, on a aboli la peine de mort. Pas les révolutionnaires non plus, mais François Mitterrand en 81. Et le résultat, c'est qu'il nous reste la prison. Avec une conséquence que tous les spécialistes connaissent, que le grand public veut ignorer, mais qui montre que notre justice est dans l'impasse, c'est que la prison, c'est une matrice de récidive, c'est-à-dire que 60% des gens qui y entrent en ressortent en commettant des infractions ou des crimes plus graves que ceux qui les y ont fait entrer. Et il y a un taux de suicide augmenté depuis 1981, puisque c'est 1 tous les 3 jours, c'est-à-dire 100 par an. Par la guillotine, on tuait 1 à 2 personnes tous les 3 ans. Avec la prison, sans la guillotine et sans la torture, on en tue 100 par an. Donc moi, je voulais réfléchir. Je ne suis pas du tout pour qu'on réhabilite la peine de mort. Il y en a qui ont compris ça, mais non, je voulais juste dire que quand il y avait la peine de mort, ça rassurait ceux qui n'étaient pas condamnés à mort, c'est-à-dire quasiment tout le monde, et que le taux de suicide était plus bas. Moi, je suis pour qu'on ferme les prisons. Et donc j'ai construit un argumentaire qui va de la famille à la prison, en passant, on va le voir, par l'école, par le sport, par la diplomatie. Mais l'idée très rare, dans un monde qui est verrouillé par le droit, c'est qu'il faudrait qu'on pense la punition pour ensuite établir la justice. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On pense la justice et accessoirement, on pratique une punition. Et par défaut, puisque la prison n'a jamais été pensée comme une punition, jamais. Elle est un résidu des vraies punitions qui sont contestables et qui ont été abolies, donc la torture et la prison. Et du coup, qu'est-ce qui reste ? Pince-mi et Pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste ? La prison, Pince-moi. Je vais vous faire ça en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment la punition a régressé, comment elle est devenue, même au niveau du vocabulaire, au niveau lexical, elle est devenue discrète, secrète, et comment on n'utilise quasiment plus ce mot. Ensuite, je vais vous expliquer dans 4 domaines comment la punition se pratique. Et ensuite, je vous proposerai 3 solutions, une nouvelle justice qui justement aura été pensée à partir de la punition. D'abord,
le recul de la punition. Revenons à l'étymologie. La punition, elle a effectivement 3 racines. Une racine sanscrite, punya, qui veut dire chance. Une racine grecque, poiné, qui veut dire réparation, compensation. Et une racine latine, poena, qui veut dire une réparation selon la loi. Compensation chez les Grecs, réparation selon les Latins ou les Romains. Revenez en Inde, à l'Est, penser la punition comme une chance, c'est une idée qu'on a complètement évacuée. De notre société, que j'appelle une société de la victimité, où le pire des criminels peut trouver un avocat pour se défendre et montrer que s'il a commis ce crime, c'est qu'il était lui-même victime par son éducation, sa position sociale, l'histoire et la faute à pas de chance, on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout dans cette culture de la chance. Mais imaginons que être puni soit une chance, ce serait vraiment une belle chose. On l'a complètement zappé. On a fait un progrès que je vous concède, c'est qu'autrefois, nos sociétés fonctionnaient, et certains d'entre vous fonctionnent peut-être encore comme ça, enfin au sein du Louvre ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, par le biais de la vengeance. Et la justice s'est imposée pour mettre un intermédiaire entre 2 personnes qui s'affrontent et arbitrer le post-délit, le post-combat, le post-crime, le post-vol, tout ce qu'on veut. Donc il y a ce côté positif dans la justice d'aujourd'hui. Mais l'idée d'avoir évacué l'idée de la chance quand on est puni me paraît vraiment un affaiblissement de la punition. L'idée de compensation me paraît bien, c'est l'histoire de la balance. Quelqu'un vous a volé quelque chose, le but de la punition de ce voleur, c'est de lui reprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est du temps, surtout, on ne lui reprend pas grand-chose, mais c'est surtout ça. Et puis la réparation légale, c'est montrer, dès le monde romain, qu'il va falloir enraciner la punition dans la loi. Donc voilà la première idée étymologique, la punition, elle a une belle origine qui petit à petit s'est gommée. Alors on a structuré à travers le droit, mais voilà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on évacue dans notre vocabulaire, et vous échangerez entre vous après pour le vérifier, le terme de punition. On lui préfère le terme de sanction. Pourquoi ? Parce qu'on est, c'est pas mal ce coin-là, j'avais pas encore vu les gens là, mais je voulais pas que vous vous sentiez punis. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la political correctness, dans le politiquement correct. Vous savez, on dit plus d'une personne qu'elle est vieille, c'est une personne âgée. On dit plus d'une prison qu'elle est une prison, mais un espace carcéral. Moi j'aimais mieux sans lumière. Et on a tout un registre de vocabulaire qui change absolument rien à la prison ou à la vieillesse, mais qui nous donne l'impression de l'embellir. On ne dit plus d'une personne qu'elle est handicapée, mais qu'elle est, je ne sais plus ce qu'on dit, une personne qui est à mobilité réduite, par exemple. Mais il y a plein de termes. Donc on voit bien que le terme de sanction a remplacé le terme de punition. Exit le sanskrit, le grec et le latin. Enfin, le latin encore là, parce que sanction, vous allez voir d'où ça vient de sanctus, ça vient du saint, ça vient du sacré, ça vient de cette idée qui est très ambiguë. Mais on utilise le mot, aujourd'hui, on pratique des sanctions. Alors regardez à l'école, moi je surveille des copies de bac, je corrige des copies de bac, et je m'aperçois qu'il y a des élèves qui n'ont rien fait. Donc la sanction, c'est qu'ils auront une mauvaise note, et peut-être pas le bac, ça c'est très rare, mais en tout cas, ils n'auront pas la mention. Voilà la sanction. Mais ceux qui ont bossé, ceux qui ont travaillé, ils auront une bonne note, ils auront une mention, et la sanction, ce sera le bac avec la mention. Donc on voit que le terme de sanction, il est ambigu, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, pour justement évacuer le terme de punition, noyer le poisson, noyer le poison, puisqu'on considère que la punition c'est ça, et être dans le positif, être dans une joie apparente, qui est en réalité très hypocrite. Le troisième point de ce recul de la punition, il vient du droit. Coluche disait, la vie c'est 3 ans de droit, tout le reste de travers, mais là on est vraiment dans une vie qui est très linéaire, très droitière, très juridique, et aujourd'hui tout passe par le droit. Alors il y a un de mes grands philosophes, quand j'étais étudiant, Hegel, qui explique que la punition d'un pays à un autre, elle est aléatoire et qu'il faut l'universaliser, et que c'est le propre du droit de rendre la punition universelle. Kelsen, qui est un juriste mais aussi un philosophe autrichien, qui invente la théorie des normes et qui montre que la punition, plus exactement le droit, c'est un système de normes en haut duquel se trouve la Constitution, et la punition prend son sens à l'intérieur de toutes ces normes. Donc on s'aperçoit que finalement, punir, c'est sanctionner un fait qui a contredit une loi. Nullum crimen, nulla poena, sine lege. En français,
pas de crime, pas de punition s'il n'y a pas de loi. Il faut donc qu'il y ait des lois sur tout. Et c'est ce qui est en train de se produire. Sur la race de chien qui peut sortir dans la rue, sur le casque qu'on doit mettre, les gants qui roulent en scooter qu'on doit mettre pour conduire avec 36 degrés dans Paris. On est dans ce monde-là. Un monde qui est pétri par le droit, pourri par le droit. Vous comprendrez pourquoi je dis pourri. Mais il y a une raison, qui est une négation de la punition. Cette idée donc d'une omnipotence du droit fait que la punition a quitté le territoire moral. Un jour, je n'allais pas faire du tourisme pour écrire ce livre, L'apologie de la punition, chez Plomb, 2015, 18 €. Je vais dans une ethnie que j'aime beaucoup, les Kunas, qui sont une civilisation indienne où il reste 70 000 personnes sur des toutes petites îles qui culminent à 30 cm au nord et au nord-est du Panama, et qui, avec le réchauffement climatique, vont devoir revenir à l'intérieur des terres. Ça ne va pas être facile. Donc j'arrive, avion, bateau, etc. Et quand j'arrive sur la petite île, Pablo, avec son nom espagnol, mais qui n'est pas son vrai nom, me dit « Ah, Emmanuel, tu es français, tu viens du pays des droits de l'homme ?» Et il a un sourire comme ça, une banane. Je me dis « Tiens, enfin un francophile !» Il me dit « La France, c'est le pays où, quand tu as commis un crime et que tu as un bon avocat et de l'argent, tu ne vas pas en prison. » Et là, je comprends qu'il comprend qu'on ne sait pas punir. Herbert Spencer, qui était un grand philosophe anglais, ami d'Henri Bergson, avait une définition du jury de tribunal que j'aimais bien pour les grandes peines, pour les crimes. Il disait un jury, c'est une association de 12 membres d'intelligence moyenne tirés au sort et qui doivent voter à la fin des délibérations pour le meilleur des deux avocats, celui du criminel ou celui de la victime. Alors on voit bien qu'il y a cette idée quand même que la justice, elle est très aléatoire, très rationnelle, très formelle, très posée, très fausse, très injuste, très inégalitaire. L'idée que le pénal ait complètement bouffé la punition, qui était du registre moral à l'origine, est le monde dans lequel on vit dans nos démocraties occidentales. Et je pense que c'est une grande perte de liberté, c'est une grande perte de responsabilité, et c'est une grande montée de cette culture dans laquelle on vit, qui nous vient des États-Unis, de la Scandinavie, mais dans laquelle on est en train de s'installer en France. Je le vois en tant que prof, je le vois en tant que père, je le vois en tant qu'être humain. On vit dans une culture de la victimité. Au Moyen-Âge, on condamnait à mort des gens qui mouraient en général de la torture avant, mais s'ils arrivaient à tenir, à résister à la torture, c'était des gens qui étaient innocents, mais qu'on prenait comme responsables d'un crime qu'allait libérer la population. Et la personne, elle accédait évidemment à la punition, mais elle acceptait presque la victimité parce qu'elle était responsable et qu'elle allait sauver à travers sa torture et sa mort le reste de la population. Aujourd'hui, c'est le contraire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le pire des criminels peut se présenter à travers le discours de son avocat comme une victime, et il sera défendu plus ou moins bien par le système dans lequel on vit. Ce monopole du droit qui a évincé la punition, qui avait un registre moral, fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de conscience de ce que c'est comme être responsable. Et moi, je voudrais, alors ça va être difficile, mais comprendre qu'il y a quelque chose de positif à l'heure actuelle, c'est que les gens ne se vengent pas de l'acte qui les a humiliés. Donc, on se sert de la justice pour ne pas... Je bois. Pour ne pas... il fait chaud. Pour ne pas gérer soi-même ce qui pourrait être le sens de la punition. Donc il y a ce côté positif. Il n'y a plus de vengeance. Richelieu lui-même avait voulu éviter que les gens utilisent des symboles avec des armes pour pratiquer leur acte indépendamment de l'acte étatique. Ah, l'acte étatique ici, c'est... Donc, il y a ça de positif. C'est qu'il n'y a plus ce côté, ce territoire perçu sur le modèle de chacun. Mais le côté négatif, c'est le côté de victime.
On est tous des victimes, vous êtes tous des victimes, mes enfants sont des victimes. Les gens que j'ai comme... Bah oui. Ils se prennent pour des victimes et ils ne font rien. Alors je vais vous expliquer sur 4 registres ce qui va se passer au niveau d'abord de l'enfant, de l'éducation, ensuite au niveau de l'école, ensuite au niveau... vous n'avez pas suivi? Oui. Le 3e, c'est le sport. Et le 4e, c'est évidemment la diplomatie, ces 4-là. Donc on va commencer par la famille. La famille, c'est chouette, la plupart d'entre vous, je le vois, il n'y a pas de gens très très jeunes, donc vous avez presque tous des enfants. C'est formidable, les enfants. Moi, j'en ai 2. Je les prête à qui veut. Ouais. Heureusement, elles ne m'entendent pas, je ne leur passerai pas le film. Les enfants sont les nouveaux rois. Pourtant, je suis tout à fait d'accord contre la maltraitance. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que Montaigne a eu 6 ou 7 enfants, il n'en a connu aucun, ils sont tous morts, il les a abandonnés. Jean-Jacques Rousseau a abandonné aussi les 6 siens aux enfants malades. On était à une époque, jusqu'au XVIIIe siècle, où le taux de natalité était très élevé, le taux de mortalité était très élevé aussi. Donc on faisait beaucoup d'enfants, mais il y avait aussi beaucoup de mortalité. Et aujourd'hui, on vit dans un monde très différent. Il y a très peu de natalité, il y a très peu de mortalité. Ça change complètement notre rapport à l'enfant. Il faut se dire que chaque époque a un rapport à l'enfant qui est très original. Je ne dis pas qu'il faut respecter la manière dont on maltraitait les enfants jusqu'au XXe siècle. Bazin, qui a écrit Un nœud de vipère, vous vous rappelez de ce roman? Il était prix Goncourt. Il parlait de sa mère folcoche, c'est-à-dire la folcochonne, comme ça qu'il l'appelait. Elle le battait, elle battait son frère, etc., sa sœur. Vraiment, tout le monde la détestait. Il était malheureux, il était maltraité. Je suis complètement d'accord avec lui. En même temps, Hervé Bazin, il a été écrivain, il était prix Goncourt. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut réinstaurer la maltraitance du tout. Mais je voudrais qu'on fasse une distinction entre la punition et la maltraitance. Et le système dans lequel on est aujourd'hui, qui est un système juridicisé, c'est-à-dire où le droit prime sur tous les rapports, fait qu'on considère que le père, la mère, n'a plus le droit de punir. C'est quand même détrôner la mère et le père de son pouvoir. C'est quand même impressionnant, ça. Il y a plein d'exemples que je pourrais donner, mais... Breivik en Norvège, ça vous dit quelque chose? Il n'a pas de père. Sa mère lui a jamais collé une claque. Il s'intéresse peu à l'école et au bout d'un moment, il devient un intégriste anti-gauche, qui devient raciste, etc. Et il va tuer 77 personnes sur l'île d'Utoya. Je me suis dit que si c'était pris 2-3 claques, peut-être qu'il n'en serait pas là. Je n'ai pas de preuves pour ça, mais c'est pour vous dire que ces enfants à qui on n'a jamais touché sont dans cet état-là. La Suède, un des pays fondateurs de l'interdiction de la gifle et de la fessée. Les Norvégiens ont commencé, je crois, au début du XXe siècle. Pas dire de bêtises, mais 1907. Mais les Suédois, donc, pratiquent l'interdiction de la gifle et de la fessée. On est de très bons parents quand on est suédois. Et parce que je l'entends à la radio quand j'ai déjà publié le livre, en 2014, je crois, un enfant reçoit sa dictée, ou plus exactement ce qu'il n'a pas fait, il a 0. Et il se met à pleurer. Et l'institutrice lui dit, parce qu'il a 10 ans, « Pourquoi tu pleures ?» Il dit, « Parce que je vais avoir une fessée. » Elle ne revient pas. Elle va voir le directeur, qui appelle la police. La police va chez les parents, emmène le père en prison, met le PSEM à la mère, le bracelet électronique, et la famille est dissoute pour ça. Il y a des Suédois qui commencent à changer d'avis sur ce terrorisme, ce légalisme excessif qui fait que dans la famille, on ne peut plus toucher son enfant. C'est quand même impressionnant. Moi, si je me balade avec ma fille qui a 16 ans et les cheveux longs en la prenant par la taille, je vois bien que le regard des gens, c'est de se dire « le vieux, là, il est pédophile ».
Je ne peux pas toucher mon propre enfant parce qu'on est dans ce milieu très aseptisé. Et si je lui mets une claque, ça va être la même chose, c'est de la maltraitance. Alors que non, ma fille me dit quelques mois après ou quelques années après que j'avais raison et que finalement, je l'ai bien écarté d'un penchant ou d'une ligne sur laquelle elle allait aller. Ce discours sur la famille est étonnant et les Français, on est les seuls à résister. Il faut dire, on est les Gaulois à la base, donc on a résisté à plein de trucs, aux Romains, au droit, et on continue de résister au droit. Mais j'ai peur qu'on finisse par caler. J'ai eu une polémique avec plusieurs d'ailleurs sur ce sujet, mais la dernière loi qui votait à nouveau l'interdiction de la fessée a été à nouveau interdite par le Conseil constitutionnel et ce sera peut-être revoté par ceux qui marchent. Moi, je ne marche pas, je cours après mes enfants, après tous ceux qui méritent d'avoir un contact. Mais je vais vous dire quels sont les deux vrais motifs pour lesquels il faut punir par le corps dans la famille. À ne pas confondre avec une punition systématique où là, c'est folcoche, c'est de la maltraitance. C'est que pour l'instant, un enfant, il naît, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais d'un corps à corps, d'un homme et d'une femme, qui ont un peu couché ensemble. Alors, à bientôt, il y aura des enfants qui naîtront, ça aura été fait par des manipulations, des transferts génétiques, et on ne sera plus dans le corps à corps. Donc là, peut-être qu'on justifiera une autre éducation. Mais à l'origine, le père et la mère se sont frottés les uns avec les autres, ou plutôt l'une avec l'un et l'un avec l'autre, pour donner lieu à l'enfant. Et c'est normal que l'enfant puisse être caressé, et c'est normal que l'enfant, dans des cas pointus, extrêmes, puisse être giflé ou fessé, malgré tout ce que disent les neurologues sur lesquels je m'assois. Je vais vous donner un exemple. J'étais un jour, pour plein de raisons sur les neurologues, mais j'étais un jour dans la rue, et je vois une petite fille qui avait 5 ans, qui traverse une 4 voies, en pleine circulation, il n'y a pas de passage clouté, pas de feu. Et la femme que je croise qui me dit « Vous pouvez tenir le landau ?» parce qu'elle avait un landau, il y avait un bébé de quelques mois. Je lui dis « Bien sûr ». Donc elle aussi slalom à travers les voitures, récupère sa fille, et quand elle la récupère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la serre dans ses bras, elle l'embrasse? Non, elle lui colle 2 baffes et une fessée. Et la réaction de la fille, c'est quoi? C'est sourire. C'est dire « Tu vois, maman, tu m'aimes quand même. Il n'y a pas que mon petit frère dans la vie, il y a moi aussi. » Donc on voit bien que le corps à corps, c'est quelque chose d'important chez les parents. Mais on est dans une société qui abolit la punition, qui la privatise de cette dimension corporelle qui est chaleureuse, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Dans les deux cas, c'est de la chaleur. Et dans ce monde aseptisé, la vraie raison, c'est qu'au fond, je vous le dis doucement parce que je ne veux pas que vous le répétiez, on déteste les enfants. Vous ne savez pas pourquoi? On n'en fait plus. Le paradoxe, il est là. C'est que au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, les gens faisaient plein d'enfants parce qu'il n'y avait pas de moyens de ne pas en faire, de privatifs et de capotes et de pilules et de tout ce qu'on veut. Et surtout, il y avait un taux de mortalité élevé. Donc on était assez indifférent à la mortalité des enfants. Le mignotage, comme l'appelle Philippe Ariès, qui est un historien, explique qu'au Moyen-Âge, quand on a un enfant, pouf, on le pend dans un truc qui ressemble à un cocon de papillon, enfin d'insecte, et on vient lui sourire, on le gratouille le ventre, et puis s'il meurt, on en fait un autre. Ça fait partie de la logique des choses. Aujourd'hui, on n'en fait plus des enfants. Donc ce qui est rare est cher. Mais en réalité, ce qui est rare est mal aimé. Puisque pour qu'une espèce se reproduise, on va dire une nation, une communauté, il faut qu'il y ait 2,1 enfants, c'est ça le taux. 2,1. On est tombé en France à 1,96, alors qu'on était à 2,1 comme les Suédois il n'y a encore pas longtemps. Les Allemands, les Portugais qui étaient très actifs, ils sont à 1,36 comme les Allemands. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce qui ne se reproduit plus. C'est-à-dire une espèce qui n'aime plus l'homme, qui n'aime plus l'enfant puisqu'elle n'en fait plus, mais qui masque ce mensonge qu'elle a de ne plus aimer l'enfant en faisant la gloire de l'enfant, en faisant du tout à l'enfant, en faisant de l'enfant roi. Mais en réalité, le fait qu'on n'en fasse plus, qu'on interdise de punir l'enfant, montre qu'on a une vraie lacune et une absence de cohérence. Voilà pour le premier exemple de la punition familiale. On n'a plus le droit de punir nos enfants physiquement. Alors en France, si, je le redis, mais je ne sais pas si avec Macron ça va tenir. Je prie, mais je ne suis pas sûr.
Deuxième exemple, l'école, la punition éducative. Je vais prendre des exemples moins littéraires et plus cinématographiques, mais l'école autrefois c'était dur. Moi je me rappelle, mon père, je suis allé à la même école primaire que lui, il me raconte, on l'accrochait au porte-manteau, il était giflé. Moi j'ai pas connu ça. J'y ai gagné, hein. Mais prenons un livre, un film que vous connaissez tous. 1912, Louis Pergaud, La guerre des boutons. 1936, Darrois, c'est la première transcription cinématographique, La guerre des gosses. Et alors c'est très fidèle au livre. C'est-à-dire qu'on voit bien que le prof, c'est une autorité, c'est une sacrée autorité. Et le père est garant du prof. C'est-à-dire que quand le braque se prend 4 claques par l'instit, il rentre à la maison, il le dit à son père, et son père lui en refout 4. Hein, sous-entendu, il y a une vraie légitimité du prof. Le prof, c'est quelqu'un qui élève l'élève. Et ça passait par des choses qui nous paraissent aujourd'hui dépassées, mais il y avait une volonté de faire monter l'élève et de ne pas en faire un feignant. Bon. Deuxième édition, 1964. 1964, la guerre des boutons. J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Là, on est à 4 ans de mai 68. Alors, comment il s'appelle, celui qui fait le film en 1964 Yves Robert, voilà. Yves Robert. Et là, on s'aperçoit que les jeunes sont sympathiques. Ils sont toujours soumis à l'autorité du prof, mais moins à l'harmonie du prof et de l'instituteur. Mais on sent que l'école, c'est l'école, mais que le jeune, c'est un jeune, il monte, et la nature et les combats entre les groupes, c'est bien aussi. Troisième adaptation en 1994 d'un Roberts, qui est un Irlandais, je ne sais plus comment il l'appelle, la guerre, c'est plus la guerre des boutons, mais c'est un titre similaire. Et là, on est en 1994, on s'aperçoit que déjà, le chef de la classe, c'est la classe, c'est plus le prof. Et que le prof, il a du mal à imposer l'ordre au sein même de la communauté scolaire. On sent que c'est dans l'air du temps déjà, 1994. Et puis 2011, Christophe Baratier et Yann Samuel font 2 films. L'un, c'est La Nouvelle Guerre des Boutons, l'autre, c'est La Guerre des Boutons. Et alors là, quand vous y êtes, moi j'avais reçu d'ailleurs dans une autre fonction Baratier qui lançait le film quand j'étais en poste au Brésil. Quand on voit ça, on s'aperçoit qu'on a changé de monde. C'est-à-dire le vrai chef, c'est le môme. Et le prof, c'est la personne qui est humiliée et par les parents et par l'élève. Il est là pour faire de la présence, mais il n'est plus une autorité. 1912. 2011, un siècle, et on s'aperçoit comment en un siècle, l'école s'est effritée, comment le prof a perdu son autorité. Et moi, je le vis comme enseignant dans le secondaire, on voit bien que la vraie autorité, c'est l'élève. Et ça, je crois que c'est le signe de la mort de l'école. L'élève est quelqu'un qui ne s'élève plus, qui descend. Et on n'apprend plus rien. Vous savez, Einstein disait « Je préférerais être puni par de nombreuses punitions plutôt que d'apprendre par cœur. » Alors ça, c'était dans le premier tiers du XXe siècle. Aujourd'hui, non seulement ils apprennent plus par cœur, non seulement ils ne sont pas punis, mais ils s'en moquent. Ils sont là par pure présence. Et donc je pense que le propre de l'ambiance scolaire, c'est la royauté de l'élève. Et d'un élève qui ne s'élève plus. Donc l'école est morte, on a tué l'école en désacralisant le savoir, en désanctuarisant l'école, en faisant du prof finalement un employé soumis aux parents, soumis à l'administration, soumis aux élèves. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes que j'ai vécues, parce que j'enseigne dans des lycées chics et des lycées chocs, donc j'ai une vraie expérience de la chose. Et d'une certaine manière, ce retrait de la punition est un retrait du savoir, est un retrait de la pédagogie, et quelque part est un retrait de la démocratie, si on considère que la démocratie, c'est un partage du savoir. Troisième exemple, le sport. Alors, les 2 premiers, vous avez compris, la punition, elle a disparu. L'enfant est un héros, l'enfant est un dieu dans la famille, à l'école, et il n'y a plus de punition. Je trouve que dans le sport, il y a une ambiguïté. Et le sportif est quelqu'un qui se soumet volontiers aux règles et qui accepte d'être puni par l'arbitre. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, le sportif se soumet
quasiment toujours au pouvoir arbitral. Il se prend un carton jaune, il y a un coup franc, il y a un penalty, après il se prend un carton rouge et il sort. Il n'y a pas de grande polémique, de grande discussion entre les joueurs et les arbitres. Ça, c'est spectaculaire. Par contre, il y a une deuxième dimension où le sportif est très discret, mais pire, où la justice est très discrète. Là, c'est le pénal. Il y a très peu de sportifs de très haut niveau qui sont très punis, même un petit peu punis. Et ça, c'est très dommage. C'est très dommage, pas seulement pour les artistes, mais c'est très dommage parce qu'on voit comment le droit, comment les juges sont soumis à l'économisme et au spectacle dans lequel le sport se définit aujourd'hui. Vous savez, autrefois, le sport, les gladiateurs, c'était une préparation à la guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, donc on ne perd pas. Et ce qu'on gagne, c'est de la notoriété et de l'argent. Et on voit bien de quel milieu viennent les sportifs de haut niveau. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ils arrivent à ce niveau-là. Et on ne peut pas arriver à ce niveau-là n'importe comment. Il n'y a pas que le talent. Moi, je fais un peu de vélo, mais monter le Mont Ventoux en 1 heure, c'est pas à ma portée. Courir le 100 mètres, ça je cours pas, je vous rassure, mais courir le 100 mètres en 9,79, c'est pas dans le talent humain. Mais néanmoins, on est là bêtement devant la télé ou dans une arène, dans un stade, on regarde, on applaudit, on mange des pop-corn, on a un t-shirt, on a passé une partie de notre vie agréable à regarder ce sportif de haut niveau. Mais là, bizarrement, la punition est absente pour nourrir justement cette richesse du sport. Mais c'est une richesse dangereuse. Il y a un cycliste qui n'est pas connu du grand public, mais qui avait commencé à briller. Il s'appelle Philippe Gaumont, puis, comme par hasard, c'est lui qui se fait attraper par la justice, qui a un procès, qui est destitué de sa carrière, etc., et qui écrit un livre qui s'appelle « Prisonnier du dopage ». Il y a le mot « prison », où il explique que, de manière évidente, 1, sans dopage, il n'aurait jamais pu gagner quoi que ce soit. 2, il était toujours triste de gagner. 3, il ne sait plus, maintenant qu'il n'est plus dans le sport de haut niveau, quel talent il avait. Et donc, il y a une hypocrisie du sport, qui est une hypocrisie qui ne concerne pas que les professionnels, parce qu'il faut que vous sachiez que des amateurs de vélo qui prennent de la stimulation organique et un peu chimique, il y en a un paquet par mimétisme, puisque le modèle, c'est le héros qui passe à la télévision. L'idée, c'est de lui ressembler, de se rapprocher de ses performances, et qu'on ne peut pas le faire avec ses muscles et son entraînement. Je me dis que, quelque part, on fait du sport quelque chose qui respecte la punition par tout un tas de règles, avec un arbitre en noir, par exemple, des cartons, des coups francs, des règles. Ça, tout le monde le respecte, mais derrière, il y a une hypocrisie qui fait la médiatisation du sport. Et il faut que vous sachiez, mais enfin, je dis rien, vous le savez en réalité, qu'il y a beaucoup de sports de très haut niveau qui n'arrivent pas parce qu'ils ne supportent pas le dopage ou qu'ils en prennent moins, ou que ce qu'on leur fait faire, c'est quand même tellement exigeant que le corps ne tient pas. Et puis, il y en a d'autres qui abandonnent pour des raisons un peu ontologiques, pour des raisons un peu éthiques, qui se disent qu'au bout d'un moment, ça va, ça ne sert à rien d'être champion dans ce cadre-là. Je fais moi du vélo tous les jours de manière non sportive, dans un parc. Et dans ce parc, il y a 2 ans, je vois des gens qui courent poignet contre poignet. Puis en repassant, en les recroisant, je m'aperçois qu'ils sont attachés. Je me dis, tiens, ils sont prisonniers, ils sont... En fait, non. En les observant, je me suis aperçu qu'il y en avait un qui était aveugle et l'autre qui était voyant. Donc le voyant courait avec l'aveugle. C'est pas mal, ça. Si l'idée du sport, c'était le partage, plutôt que la performance, et Coubertin disait... Qu'est-ce qu'il disait déjà? Voilà, l'important, c'est de participer. C'était très utopique, parce que l'important, c'est de gagner en réalité. Mais si l'important, c'était pas de participer, mais de partager. C'est-à-dire que le sport, c'est aussi une occasion pour qu'on soit ensemble, pour qu'on fasse un effort, chacun à des degrés différents, mais que ce soit plus le modèle des gladiateurs sans la mort, mais avec l'image, le spectacle, et puis surtout derrière la drogue, le dopage, la chimie, qui est mauvaise pour le corps, qui est mauvaise pour la société, et qui
est, puisque vous l'avez vu, dans un match, il y a deux clubs qui s'affrontent, c'est une guerre symbolique. Alors on peut estimer que cette guerre-là permet qu'il n'y ait pas de vraie guerre entre deux villes, entre deux pays. Je ne suis pas contre ça, mais on pourrait se dire que ce serait encore mieux si le sport grimpait encore d'un niveau pour qu'à chaque fois qu'on fasse une activité physique, ce soit l'occasion de partager. Quatrième partie où la punition, alors là revient de manière univoque et de manière surprenante, et ça je m'y attendais pas, et on le sait peu, c'est la diplomatie, et particulièrement la diplomatie américaine. En général, la diplomatie, c'est qu'on a des accords entre les différents pays, il y a des consensus, et puis on les respecte. Puis si on les viole, ça peut donner lieu à un conflit, à une guerre. Bon. Il y a d'ailleurs différentes associations, organisations internationales qui permettent de légiférer les relations entre les différents pays. Par exemple, le traité de non-prolifération, à peu près tous les pays adhèrent. L'Inde n'adhère pas, Israël non plus, et le Pakistan non plus. Mais personne ne l'en veut, on a laissé passer, on a laissé pisser, je ne sais pas. Au Japon, il y a une ville qui est le symbole d'un consensus contre les effets du gaz de serre. Et les Américains ne l'ont pas signé celui-là, mais on ne leur en veut pas non plus. Enfin, on leur dit régulièrement, mais on ne les punit pas. Mais par ailleurs, il y a des organisations internationales qui punissent des fautes qui sont commises par des États. Par exemple, l'ONU a puni le Rwanda quand il y a eu en 1994, évidemment, ce génocide. Par exemple, le FMI a puni l'Argentine qui avait menti sur son taux d'inflation. L'Argentine disait qu'elle avait, je crois que c'était en 2009 ou 2011, 10% d'inflation, on en avait 30. Bon, là, elle a été fortement punie. Il y a des punitions comme ça, qui sont des punitions internationales. Ce qui est très marrant chez les Américains, c'est qu'ils ont inventé une punition morale, et là, ils se sont tenus à personne. Ils n'ont dépendu d'aucune organisation internationale. C'est eux tout seuls qui ont déclaré qu'il y avait des États voyous. Alors moi, je sais ce que c'est un voyou. C'est souvent un jeune qui n'est pas intégré, qui n'a pas réussi à l'école, et puis qui a son mode d'organisation qui repose sur le vol, sur différentes activités qui ne sont pas très légales. C'est ça un voyou. Un voleur, un dealer, etc. Mais les Américains, alors ils ont commencé par la Libye. La Libye qui a bombardé à Berlin-Est une boîte de nuit dans laquelle il y avait des soldats américains. Je crois que c'était 1996. Et alors là, les Américains ne se sont pas préoccupés de savoir si l'ONU et tous les organismes internationaux étaient d'accord. Ils sont allés bombarder Tripoli pour régler un compte à l'État voyou. Ça n'a pas empêché Kadhafi ensuite de faire tomber un avion qui a refait à nouveau 270 morts, mais on voyait que là, les Américains se comportaient finalement moralement, ils revalorisaient finalement la punition, mais dans le domaine, pas de la géopolitique, de la diplomatie américaine. Et ils ont décidé qu'il y avait 6 États voyous. Alors il y a la Corée du Nord, il y a évidemment la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, et il m'en manque un, et l'Iran. L'Iran et la Libye en sont sortis pour cause. La Libye ne peut pas être un État voyou, c'est plus un État. Les Français ont suivi d'ailleurs, eux aussi, cette politique-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant que les Américains qui sont un État où le droit prend part à tout, c'est-à-dire que quand vous êtes prof, moi j'ai des amis qui sont enseignants au lycée et à l'université aux États-Unis, faut être très très prudent parce que le chef c'est l'étudiant, puis vous êtes noté, on vote pour vous. Enfin bon, on voit bien que le vrai chef c'est pas du tout l'enseignant. On est dans une société de la victimité où n'importe qui peut prendre un avocat pour n'importe quoi aux États-Unis. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce modèle américain qui vient par la Scandinavie chez nous
eh ben, c'est le pays qui lui-même va pratiquer dans la diplomatie finalement ce retour de la morale. Alors vous pourrez me dire que les pays où les Américains cognent, c'est pas que de la morale, derrière des intérêts politiques et économiques, mais en tout cas ils ne se fient pas au droit, ils n'obéissent pas au droit international, et ça je trouve ça très intéressant. J'ai un ami, un collègue à Sciences Po, Baudis, qui dit « Moi, je préfère le multilatéralisme à ce que font les Américains. » Et moi, je dis « Le multilatéralisme, c'est mou, ça avance pas. » Je trouve que ce qu'ont fait les Américains, bon, ça s'est pas montré probant et efficace, évidemment, ni en Irak, ni en Libye. Que fera Trump en Corée du Nord, j'en sais rien. Mais ils ont le mérite de faire jouer des enjeux qui sont là plus seulement politiques, plus seulement juridiques, mais moraux. Je trouve ça intéressant. Et la France a essayé de faire ça avec la Libye, et on a vu ce que ça a donné. Mais ça me paraît mieux que le multilatéralisme. Cette idée, en tout cas, de revitaliser la punition au niveau de l'État et indépendamment du droit. C'est ça, c'est l'idée, c'est indépendamment du droit. Donc voilà, mais dans ma deuxième partie, les 4 éléments où la famille et l'école, la punition disparaît. Le sport, c'est le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'on respecte bien l'arbitre, l'arbitral, le pouvoir arbitral, alors là c'est nickel. Par contre, le pouvoir juridique, on s'assoit un peu dessus, et puis les juges ont toujours un ou 2 temps de retard sur les produits qu'on utilise et qu'on divulgue. Et puis les Américains et un peu les Français, avec cette idée d'une diplomatie punitive qui revalorise la punition au-delà du droit. Ce que je voulais vous dire en dernière partie, c'est qu'il faut revaloriser la punition, la justice. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense la justice d'abord, la punition après, et en réalité, on ne pense pas la punition. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'on peut penser la punition d'abord, et on verra qu'on a une justice meilleure après, à la vôtre. Non, je dis à la vôtre pour faire une pause. Ne partez pas. 3 piliers à ma justice postmoderne que j'ai essayé de présenter dans d'autres pays que la France, qui est totalement muette. Il faut dire que le pouvoir des juges en France, puis de l'idéologie victimaire est très forte. Mais un pilier qui est le nôtre, qui est le pilier de l'amende pour l'infraction, l'argent. Je trouve ça super, l'argent. Enfin, super. J'en ai pas énormément, mais je trouve super que certaines fautes qui sont de l'ordre de l'infraction puissent être célébrées par une punition toute simple qui est celle de l'argent. L'argent, c'est un universel. Alors vous savez, on a inventé plein d'universels, nous. On a inventé comme universel un dieu, donc on a fait partir tous les dieux qui existaient au cœur du polythéisme. Ensuite, on a inventé un seul moyen d'échange, l'argent, qui est un universel. Et puis ensuite, on a inventé une seule punition, c'est la prison. Par faute d'invention en réalité, puisque je vous l'ai expliqué, c'est pas parce qu'on avait pensé la punition, c'est parce qu'on avait pensé juste et moral d'éliminer la torture et la peine de mort, et que du coup, le reliquat, c'était la punition. Donc là, on a 3 choses qui veulent s'universaliser. Je suis contre la prison, justement, mais l'argent, je trouve qu'elle aurait un mérite pour l'infraction. La seule chose que je dirais pour l'infraction à faire, c'est qu'il faut qu'elle soit totalement proportionnelle au revenu qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui grille un feu rouge et qui a une infraction qui va avoir une amende faite par le gendarme ou le policier, par exemple de 10% de son salaire. S'il gagne 3 000 €, il va payer 300 €. Mais celui qui gagne 30 000 €, il aura une punition de 3 000 €. Ça, je trouve ça juste. Que celui qui a une petite voiture pourrie paye moins cher que celui qui a une grosse voiture. Mais que celui qui est très riche et qui se dissimule dans une petite voiture pourrie paye quand même une riche amende, une chère amende. Je pense qu'il y a l'inégalité est au fondement de l'égalité. Donc ma première punition, ce serait l'infraction, ce serait l'argent pour punir ceux qui commettent des fautes légères. La deuxième punition, pour les délits, donc en justice correctionnelle, aujourd'hui, je m'inspirerais des Maoris, vous savez, en Nouvelle-Zélande.
Il y a une culture là-bas sur la punition qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que quand quelqu'un commet une faute, on ne va pas l'exclure. On va en discuter jusqu'à temps qu'on trouve un consensus et que la personne fautive dédommage la personne qui a été victime. Ça me paraît bien. Alors vous allez me dire, dans des villages, villages maoris, c'est plus facile de discuter, de trouver un accord que dans un pays de 60 millions d'habitants ou dans un pays d'1,2 milliard d'habitants. Je vous l'accorde. Mais on pourrait, en tout cas, trouver un accord, et si la personne n'est pas d'accord, la punir d'une autre façon, soit à nouveau avec l'argent, soit en la mettant en prison pour qu'elle réfléchisse, jusqu'à une deuxième discussion où elle arrivera à trouver un accord et qu'elle sorte de la prison ou qu'elle retrouve l'argent qu'elle avait versé pour trouver un vrai dédommagement à la personne qu'elle a pénalisée. Les Maoris, c'est une belle idée. Je ne sais pas si vous voyez où sont en Afrique ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a eu 800 000 morts. Vous vous rappelez ? Ouais, le Rwanda. Eh bien, le Rwanda, alors bon, c'est une ancienne colonie belge, française un peu aussi, enfin bref, 96, 800 000 morts. On les condamne au nom de l'ONU, ce qui ne change rien. Et alors après, on arrive sur nos grands chevaux avec un modèle de justice, un tribunal international, etc. etc. Le problème, c'est qu'il y a 130 000 personnes inculpées et le délai pour les punir est de 200 ans. Il n'y a personne au Rwanda qui vit 200 ans. Donc les Rwandais, qui sont moins stupides que nous, malgré cet événement tragique, ils ont décidé de revenir au Gamchacha, qui veut dire herbe douce dans la langue rwandaise. Et le Gamchacha, c'est justement un peu comme les Maoris, une justice dans laquelle on discute, et dans laquelle on dédommage, et dans laquelle on trouve... Ça n'a pas été parfait tout le temps, hein. Il y a eu des excès, il y a eu des vengeances, il y a eu tout ce que vous voulez, mais on n'a pas mis 130 ans, on n'a pas collé les gens en prison en attendant qu'il ne se passe rien, puisqu'il ne pouvait rien se passer. J'ai trouvé que cette discussion que beaucoup de pays qu'on croit inférieurs, mais qui nous sont bien supérieurs dans l'idée de la punition, parce qu'ils ont une idée beaucoup plus humaniste de la punition, je trouve que les Maoris ou le Gamchacha, ça pourrait être une idée pour le deuxième type de punition. Et le troisième type de punition, donc le crime, pas le délit, mais le crime, je m'inspirerais de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, que j'aime beaucoup, vous avez tous lu Triste Tropique, c'est pas le cas, lisez-le. Et dans Triste Tropique, Lévi-Strauss dit il y a les anthropophages, c'est-à-dire ceux qui mangent d'autres hommes, et il dit nous, occidentaux, on a un regard très pudibond et critique envers... Mais en réalité, les anthropophages, c'est pas si négatif que ça. Hein. Il y a... Ouais, vous voyez, j'en vois qui rit. Non, mais là, je suis sérieux pour une fois. C'est-à-dire que c'est très positif. Il faut savoir... moi, j'ai vécu aussi longtemps au Brésil, mais il n'y a plus d'anthropophages. Mais Lévi-Strauss aussi s'est inspiré de l'anthropophagisme en partie là-bas. Quand dans une tribu indienne, on enlève ou on gagne dans un combat un homme de la tribu voisine, on sait qu'on va le manger, mais entre-temps, il est caressé, il est cajolé, on lui donne des femmes, il est nourri, gavé pendant plusieurs jours, et au bout d'un moment, évidemment, on le tue, et la première personne qui le mange, c'est sa femme qu'on invite pour ce repas. Vous voyez, on est dans une autre culture que la nôtre, hein, très puritaine et pudibonde dont je parlais tout à l'heure. Bon bref, Lévi-Strauss ne dit pas qu'il faut qu'on revienne à l'anthropophagie, mais il dit, nous, on vit dans l'anthropémie. Émein, en grec, ça veut dire vomir, et phagein, ça veut dire manger. Nous, on est dans une société du vomi. C'est-à-dire punir, c'est vomir, c'est-à-dire c'est exclure. C'est ce qu'on fait en mettant les gens en prison, et en sachant qu'ils ne reviennent pas à la réintégration. Donc, on les vomit directement. Moi, je suis allé en prison, il faut voir la sociologie des gens en prison. Hein. C'est un pur système sélectif, c'est tout. C'est tout. C'est pas la même chose que dans la salle, les gens qui sont en prison. Allez voir. Hein. J'étais à Sequedin 2 ans, au nord de l'île. Allez faire un tour là-bas. Sinon, à Fresnes, vous verrez. Donc, Lévi-Strauss nous dit, les Indiens, ils ont une idée pour punir qui est quand même très intéressante. Et cette idée de la punition, par exemple chez les Cherokees, là on est en Amérique du Nord, c'est que quand quelqu'un dans une tribu vole quelqu'un d'autre, eh bien, ce qui va se passer est simple, mais ça ne nous parle pas à nous. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se réunir avec lui, on va se mettre devant son tipi, vous savez, la tente là, et on va la brûler.
c'est l'annihilation de la propriété privée. C'est énorme, hein, nous aujourd'hui on a plein de trucs, des écrans, des chiens, des voitures, des mobylettes, des vélos, des meubles, tout ça, c'est pas le cas des Indiens, mais même s'ils ont peu de choses, c'est tout. Et on va tout brûler. Et on fait ça dans le feu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Parce que nous, on ne fait pas ça. Tout le monde reconstruit un tipi pour lui. Il a été puni, il a été humilié, c'est-à-dire qu'il a été rendu plus humble. Il s'était tellement poussé du col en volant quelque chose à quelqu'un qu'à un moment donné, il faut le rabaisser. Ce qu'on ne veut pas faire dans notre justice. On prend un avocat, ou on lui donne un avocat d'office. Enfin, on est vraiment, il est soupçonné, enfin, ce lapsus, il est admis non coupable, hein, il est juste suspect. Chez les Indiens, c'est plus incluant. C'est-à-dire que la personne a commis une faute, et cette faute-là, il faut qu'il la paye. Il faut qu'il la paye sous le regard de tout le monde. Et après, on le réintègre. Et après, on le reconstruit. Et après, il a compris qu'il avait fait une bêtise, même si c'est un crime. Et après, moi, je pense que pour le crime, on devrait faire ça. Je dis ça parce que j'ai enseigné pendant 2 ans mon atelier philo avec des gens qui avaient au moins 3 crimes sur la conscience. Aucun n'en était fier. Presque tous m'ont expliqué dans quel contexte ils l'ont fait. Et honnêtement, notre société leur doit aussi bien ça, une part de responsabilité qu'elle n'assume pas, mais peu importe. Mais si on avait fait ça avec eux tout de suite, je pense que ce seraient des gens bien, des gens intégrés, des gens qui auraient peut-être un autre métier, un vrai métier, des gens qui auraient l'amitié des uns et des autres. Mais non, on les met en prison 25 ans, mais après, quand ils sortent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils n'ont plus rien pour les réintégrer. Il y en a, ils n'ont même pas connu la télécouleur ou Internet, donc vous imaginez. Donc moi j'aime bien cette idée, pour punir les criminels, de quelque chose de radical, c'est-à-dire les humilier. Alors, ils n'ont pas de tipi, mais un moyen qui rend public aux yeux de tout le monde, plutôt que de les cacher derrière un avocat ou à huis clos, ou je ne sais pas quoi, rendre public, mais après ramener, consoler, pardonner, aimer, et leur montrer que d'autres auraient pu faire cette faute. Ils ne la feront plus, parce que sinon la punition sera évidemment plus humiliante encore et plus violente. Mais ça fait de la justice et de la punition quelque chose qui recoue les liens sociaux et qui ne mortelle pas simplement un atome, une monade, un individu. Simone Veil, pas la ministre, hein, la philosophe, disait on n'a pas d'âme si on n'a pas de châtiment. Et je pense qu'on vit dans une société sans âme. Pas désarmée, mais désamée, désaimée. Et ce que je voudrais vous dire en conclusion, parce que je crois que j'y arrive, c'est qu'il y a une bonne chose dans la justice d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, elle a mis fin à la vengeance. Mais à travers la justice, la volonté de vengeance continue. Et moi, ce que je voudrais, c'est que l'horizon de la punition, ce soit le pardon. Ça, c'est difficile, hein, mais qu'on ne soit pas dans une Callipolis, comme dirait Platon les Grecs, c'est-à-dire une belle société avec une justice... qu'on soit dans une aphésiopolis, une cité du pardon. Mais une société du pardon ne suppose pas qu'on doive être mou. Le pardon, ça sera le problème de celui qui a été victime, qui aura été associé à cette justice, et qui, parce que cette justice est plus pertinente que la précédente, pourra pardonner à celui qui aura été puni. Je ne dis pas du tout qu'il faut être mou, mais je pense que l'essence de la punition, c'est d'être ferme, mais d'ouvrir nos sociétés au pardon. C'est vraiment un étage supérieur. Ne me punissez pas, ne me sanctionnez pas, mais merci de m'avoir écouté et j'espère qu'avec vos enfants, vous serez fermes.